Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, journée spéciale et mois spécial, c'est le mois de la cybersécurité. Et aussi, on fête notre tout nouveau partenariat avec CrowdSec. Bienvenue, messieurs, et merci Merci. pour ça. Vous êtes chez Open Classrooms, école 100% en ligne, qui est dédiée aux métiers et aux compétences en tension, avec des formations diplômantes de Bac+2 à Bac+5 et des cours en accès libre. Donc je le disais, aujourd'hui on est avec CrowdSec, plus spécifiquement Julien, Hamza. Hamza, au hasard, est-ce que tu peux commencer par te présenter? Qui es-tu au sein de CrowdSec? Et plus largement? Bonjour à tous. Hamza. Je suis chez CrowdSec depuis sa création. Je fais partie de l'équipe Core, donc on s'occupe de tout ce qui est développement du logiciel de sécurité, CrowdSec, et aussi de la partie, on va dire, back-end, donc tout ce qui est collecte de données, traitement et feature entreprise. Et en ce qui concerne mon parcours, j'ai commencé un parcours classique, donc BTS informatique. Puis, je voulais continuer en alternance, j'ai eu un petit peu de mal. Du coup, j'ai commencé à travailler technicien data center. Euh, C'était vraiment très intéressant de voir qu'est-ce que le cloud computing en vrai. Et puis, je suis passé de l'autre côté, donc admin, où j'ai commencé à administrer ces serveurs. Et c'est là où j'ai décidé de reprendre mes études. Et j'ai fait donc une licence dans une école qui est sur Paris, euh, dans le cloud computing. Et je me suis spécialisé pour le master en cybersécurité. Et donc j'ai travaillé au sein d'une boîte française, un hébergeur qui propose des solutions d'hébergement sécurisé. Et c'est de là où l'ancien CEO de la boîte où je travaillais en tant que pentester Ok. euh, qui nous a parlé de La création de la CrowdSec. création de Ouais. CrowdSec, l'idée de CrowdSec, où tout a démarré. Et on l'a rejoint un peu plus tard. Et voilà. Aujourd'hui, on en est là. Nickel. Merci. Et Julien, de ton côté? Eh ben, moi, j'ai rejoint CrowdSec il y a 3 ans. Je connaissais l'équipe d'aventure précédente, mais je les ai rejoints il y a 3 ans en tant que deputy CTO. Donc, je suis plus dans des rôles organisationnels entre les équipes, que tout ce que font les techs soit bien retranscrit côté sales, côté market. Et mon parcours, c'est classique aussi en termes d'informatique, IUT informatique, puis j'ai fini un master à l'étranger. Et ensuite, c'est passé 2 ans à faire de la petite admin serveur. Mais ce qui m'intéressait vraiment, c'était la programmation. Quand je suis revenu en France, j'ai travaillé en programmation pour faire des applications in-browser en 3D et temps réel. Et voilà. Ensuite, un peu d'appli Flash, PHP, etc. Et qui m'ont amené à faire lead dev et deputy CTO dans une autre boîte. Et voilà. Et je suis arrivé à CrowdSec depuis 3 ans et j'accompagne l'équipe pour développer ce super produit. Excellent. Ben, merci pour les présentations. Ça me fait réaliser que je ne me suis pas présenté, désolé. Donc moi de mon côté, Étienne, et je suis responsable des formations, des catalogues cybersécurité et système et réseau d'Open Classrooms. On a plein de choses à se dire hein, aujourd'hui. Je regarderai le chat régulièrement, donc n'hésitez pas à poser vos questions et on fera en sorte de pouvoir y répondre, même si on en a déjà pas mal qu'on va se poser. On va globalement procéder en 4 gros temps. Déjà, on est là pour parler cybersécurité collaborative et donc c'est génial d'avoir CrowdSec avec nous pour parler de la genèse du projet et à quoi ressemblait la cybersécurité avant au moment où vous avez créé CrowdSec et votre solution et pourquoi vous l'avez créé du coup. Ensuite, on va rentrer dans ce que la cybersécurité collaborative apporte concrètement sur le terrain, comment ça marche et comment on tire vraiment parti d'une approche communautaire. Et qui dit collaboratif dit écosystème.
on prendra le temps de voir dans quel écosystème vous savez vous intégrer et où vous avez envie de vous intégrer en plus à l'avenir. Et dernier point, ça serait dommage de comprendre tout ce qu'on vient de se dire sans comprendre comment on peut s'y initier en tant qu'individu. Donc on vous donnera aussi des clés de ressources côté CrowdSec, côté Open Classroom pour vous former à tout ça. J'espère que le programme vous plaît. Nous, on l'a vu ensemble, donc a priori, on est au moins 3 à apprécier le programme. Et puis évidemment, en pointillé et ou à la fin, on répondra au maximum à vos questions. Avant ça, d'ailleurs, je vais prendre le temps d'aller faire un petit premier tour dans le chat au cas où. Tac. On n'entend pas très bien, il y a des décalages de son de quelques secondes entre vidéo et son. C'est réglé, on est bon. Et ben c'est parti. Merci à tous pour vos premiers messages. Alors, la genèse, il y a quelque chose qu'on se dit souvent, c'est « It takes a network to fight a network ». Donc, on a des cyberattaquants qui sont organisés, pas tous, mais il y en a quand même qui sont organisés en réseau. Vous, votre approche, ça a été de vous dire aussi comment nous, on va aussi adopter ce mindset-là pour se protéger efficacement. Mais j'en ai déjà peut-être trop dit. CrowdSec, c'est né en 2019. Et avant de parler technologie, l'idée, elle germe de quel événement, de quel contexte? Comme je le disais, donc je travaillais dans la société d'avant CrowdSec avec l'ancien CEO, donc qui est Philippe Humeau. Et donc c'est lui qui a eu l'idée. Typiquement, ce qui est remarqué, parce qu'en fait c'était quelque chose qu'on faisait, on va dire, plus ou moins déjà dans l'ancienne entreprise, mais à notre échelle. Donc on essayait de rendre en fait la sécurité collaborative au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que quand il y avait quelqu'un qui attaquait un client, on savait qu'il allait arriver aux autres clients. Ouais. Ils avaient plus ou moins la même activité commerciale en ligne, et du coup on savait que s'ils attaquaient ce client, ils allaient attaquer l'autre. Donc on faisait un peu partager l'information entre les clients. Ok. Au niveau de l'aspect sécurité. Et donc ce qu'on remarquait, c'est que les acteurs dans le marché, ils ont une approche un peu centrique, c'est-à-dire que les entreprises se protègent seules, ils mettent des moyens pour se protéger seuls sans forcément penser à l'aspect collaboratif qui, lui, permet une sécurité proactive. C'est-à-dire que si on attaque votre société et que on sait qu'on fait plus ou moins la même activité, ou même si on attaque sur une vulnérabilité particulière que nous, on a aussi, on sait que l'attaquant va forcément venir chez nous aussi. Ouais. Donc, l'aspect collaboratif, on va dire, essaye de résoudre ce problème-là, de se sécuriser avant même que l'attaquant vienne chez nous, quoi. Ouais, parce qu'en fait, du coup, un attaquant attaque rarement une seule cible, Voilà. et donc en fait, on profite du fait qu'il en attaque plusieurs pour se passer le mot, en fait, trouver un moyen de se passer le mot. Exactement. Okay. Et donc, on s'est dit, enfin, Philippe s'est dit, pourquoi pas justement pousser cet aspect collaboratif, parce que les attaquants, eux, ils ont aussi une partie collaborative, c'est-à-dire que les exploits et tout ce qui est script d'attaque, etc., seront partagés sur Internet, donc ils arrivent à se synchroniser entre eux. Ouais. Alors que nous, on reste un peu chacun dans son coin, à avoir ses propres KPI, ses propres indicateurs, et les garde pour lui, quoi. Oui. Au lieu de partager cette information et mieux se protéger. Donc c'est vraiment né de cet aspect-là. Et c'est là où Philippe a eu l'idée de créer CrowdSec. Donc un outil pour mettre la sécurité à disposition de tout le monde, gratuitement. Et en contrepartie, nous, on reçoit les signaux. On construit on va dire une base de données de réputation d'IP qu'on repartage à la communauté. Donc, voilà. Ok, super clair. Voilà l'histoire de... Et en fait, effectivement, avec créé à une époque où c'était pas si évident de se partager l'info, ou en tout cas, ça restait quelque chose de plus ou moins artisanal selon... Exactement. Et donc, les équipes sécu passaient presque plus de temps à travailler au transfert de l'info, au partage de l'info, qu'à vraiment sécuriser, quoi. Exactement. Okay. Tu voulais apporter un complément, Julien, sur ça ou... C'est vrai que l'avantage principal, c'est que nous, on se propose en
tant que tierce partie neutre, impartiale, et on juge uniquement sur justement ces signaux dont Hamza parlait d'attaque, Ouais. qui vont dire telle IP est en train de me faire tel scénario d'attaque, un brute force, du credential stuffing, différents types d'attaques qui peuvent cibler l'e-commerce, etc. Et nous, en fonction de la réputation qu'on accorde aux gens qui nous envoient ces signaux et le volume, on va pouvoir vous dire, en ce moment, ces attaques sont agressives, on a validé que c'était des vrais signaux, protégez-vous. Comme on est un tiers partie neutre, tout le monde peut en bénéficier. Ouais. Si vous payez un prestat pour vous protéger, vous n'avez pas l'autorisé à partager ces listes avec votre compétition gratuitement. Donc c'est vraiment là aussi que l'aspect collaboratif trouve tout son essor. C'est-à-dire que nous, on bosse pour personne, on bosse pour le réseau. Et alors, on reviendra parce que ça pose plein de questions de fiabilité, etc. On y reviendra après. Comment on fait pour pas propager des fake news cybersécurité malgré soi quand on est en communautaire. Mais avant ça, du coup, si on se reprojette parce qu'on parlait de la création, là, on revient à aujourd'hui. CrowdSec, c'est quoi? Tu parlais open source tout à l'heure. Vous êtes aussi une entreprise. Donc, finalement, CrowdSec, c'est quoi? Ça sert à quoi? Ça couvre quoi? Ouais, je laisserai peut-être Julien Ok. qui avait cette question. Ouais. Alors, CrowdSec, évidemment, à la base, ce qui génère le signal et qui protège tous les utilisateurs de CrowdSec, c'est de l'open source. Donc, c'est un logiciel open source qui est codé en Go, donc qui peut s'installer sur tout type de machine, du Linux, du Windows, du BSD, etc. Vu que le Go se compile pour différentes plateformes. Et pour les gens qui connaissent ce terme, c'est un IDS avec des composants IPS avec des composants d'IDS, donc système de détection d'intrusion et de protection. Pour gérer tous ces signaux, évidemment, nous, on a une partie dans le cloud qui reçoit ces signaux, qui les traite, qui les valide. Et à côté de ça, on offre des services à des entreprises qui ont besoin de scaler, qui ont besoin d'automatiser des choses. Ouais. Qu'un particulier pourrait crafter lui-même, hein, c'est de l'open source, il peut faire ses scripts. Certaines entreprises, dans un souci d'efficacité et de ressources, nous disent, voilà, vous avez déjà codé ces automatisations, ces choses qui nous améliorent la vie, qui nous facilitent la vie, on vous prend ce service. Voilà. Ok. Super. Et sur un large périmètre, du coup, parce que tu parlais de pouvoir installer sur du Linux, du Windows, etc., vous êtes en capacité d'agir aussi Voilà, sur Docker, du Docker, WordPress. du Kubernetes. Évidemment, ça peut se mettre à plusieurs niveaux d'un périmètre de sécurité. Certaines personnes vont nous mettre en frontal. Certaines personnes vont nous mettre derrière leur matériel de sécurité pour attraper tout ce qu'ils n'auraient pas attrapé. Ouais. Souvent, on va avoir un firewall, on va avoir différentes règles qui viennent avec son firewall ou son abonnement. Elle ne marche pas à 100%. Et nous, notre outil permet, grâce à son système de scénario et de collaboration, d'attraper tout ce qui serait passé à travers. Donc, on n'est pas forcément là pour remplacer des outils pour les gens qui en ont déjà, mais tout le monde voit toujours un avantage à la granularité de notre protection. Ok. Et donc, ça veut dire qu'en gros, par rapport à avant, où on installe des composants de sécurisation, où il faut avoir la compétence pour tout sécuriser soi-même en cochant les bonnes options, là, vous faites aussi un effort pour que, par défaut, déjà, on bénéficie de la liste de blocage communautaire et d'autres éléments qui font que à partir du moment où on a installé, on a déjà un premier niveau de protection et qui en plus se met à jour quasiment en temps réel. Au final, ça se compte en minutes, journées selon les cas, quoi. Exactement, ouais. En fait, ce qu'on essaie de pousser, c'est un peu l'expérience utilisateur, la facilité. Et donc, une des choses importantes, c'est, même pour nous, si on veut avoir du signal de qualité, il faut que l'utilisateur soit à l'aise dans l'utilisation de ce logiciel. Et ça améliore, en fait, par conséquent, ça améliore la qualité de notre service, que ce soit la partie open source ou la partie enterprise. Et donc, oui, par défaut, quand on installe CrowdSec, on va avoir
tout un système dans le logiciel qui détecte les services existants, s'il y a des choses qui sont exposées, pas des choses qui sont exposées, on va dire plutôt, on verra ça plus tard Ouais, dans le sans dérouler. dans le déroulé, mais il y a une autodétection des services, une autoconfiguration, une installation automatique des scénarios. On va dire de base, il y a quand même une bonne partie qui est couverte. Mhm. Et on va y aller quasiment tout de suite. Ouais. Avant d'y aller, c'est quel type d'entreprise vous avez des noms d'entreprises qui travaillent avec du crowdsec et avec vous, que ce Alors, soit via c'est très divers. Ouais. Par sa nature open source, il va y avoir beaucoup de PME. Mhm. Mais dans des grandes entreprises, dès qu'il y a une équipe technique au sein de cette entreprise, il y en a beaucoup qui arrivent à s'approprier cet outil open source et capitaliser, typiquement sur la manière dont ça scale. Je pourrais citer un de nos utilisateurs quasiment à l'origine, Arkea, Crédit Mutuel Arkea, qui ont des équipes qui travaillent dans la cybersécurité même pour d'autres entités de grandes boîtes et qui ont déployé CrowdSec sur plus de 500 de leurs serveurs et qui arrivent parfaitement à utiliser cette détection et cette source de données de réputation dont ils bénéficient pour protéger leurs infrastructures et d'autres infrastructures. Ok. Oui, je pense que l'un des gros avantages qu'ils ont, c'est, comme l'a dit Julien, le nombre de serveurs qu'on a pour une équipe on va dire de maintien en condition opérationnelle de la cybersécurité. Si on a des choses qu'on doit faire manuellement sur chaque machine, ou même le travail d'aller automatiser cette chose-là, Oui. si on a, on va dire, une solution, je dirais, différente de CrowdSec, il y a un travail, on va dire, continu d'aller automatiser à chaque fois des actions. Euh, alors que là, avec CrowdSec, Ouais, on tout est peut centralisé. Ouais, exactement. En dans fait, le flux qui est à jour et sur plein de technologies de périmètre Voilà. variés. Exactement. Une fois qu'ils ont même mis en place des choses vraiment particulières à leur contexte, parce que Mhm. le contexte bancaire, c'est très particulier. Une fois qu'ils ont fait le travail pour un serveur, ils l'ont fait pour tous les autres, en fait. Et donc, ils ont le temps de faire autre chose, quoi. Donc en fait, c'est une solution qui intéresse à la fois les toutes petites structures, comme tu le disais, et aussi les très grandes pour des raisons différentes, mais du coup avec ce même apport de valeur au final. Je dirais même des utilisateurs. Même Aussi, oui. des utilisateurs comme vous et moi. On a un petit serveur avec lequel on essaye d'apprendre, ou on a hébergé un petit site web ou une petite solution de cloud comme ça personnelle avec des outils open source. On peut facilement mettre un CrowdSec dessus et fermer les yeux, quoi. Enfin, pas fermer les yeux, mais au moins on est un peu Plus serein. plus serein. Et alors justement, on va commencer à aller voir le fonctionnement. Je regarde juste les questions avant, au cas où on en est déjà. On a des fans du combo CrowdSec et Suricata, a priori. On va pas rentrer dans le détail pour qu'on puisse avoir un niveau d'analyse qui parle à tout le monde. Ça montre que quand il y a des solutions déjà existantes, CrowdSec est là pour renforcer, Oui. comme l'a dit Julien, donc et pas pour Exactement. remplacer. Et on parle effectivement de défense à profondeur. Adolphe, je répondrai plus en détail aussi si vous voulez qu'on en parle. Mais effectivement, ça devient, c'est un des composants qui permet justement, tu parlais d'ajouter une couche supplémentaire, donc qui vient faire partie Exactement. d'un des composants de défense en profondeur dans le principe. Défense en profondeur, pour la faire très simple, un principe de sécurité, on va partir du principe que on va avoir plusieurs couches pour sécuriser un système d'information et qu'il y en a forcément une, voire plusieurs qui vont lâcher face à certaines attaques. Donc le but, c'est d'avoir plusieurs qui sont implémentées de manière différente pour qu'il y en ait toujours au moins une, et dans l'idéal souvent plusieurs, qui résistent et qui permettent de rester serein même quand il y a une ou deux digues qui lâchent face à une attaque. De manière très simplifiée. Merci. On continue. Et effectivement, là, pour le moment, CrowdSec, on l'a déployé. Je reviendrai après et je finirai de répondre à la question à Adolphe sur à quoi ça ressemble dans les formations Open Classrooms. Alors,
Hem, on a installé CrowdSec, sur un ou plusieurs serveurs. De base, on bénéficie, d'une installation qui va activer les fonctionnalités, pertinentes dans le contexte d'installation. Donc ça, vous avez aussi énormément simplifié le process d'installation pour qu'on n'installe pas trop, mais qu'on passe pas non plus à côté d'une opportunité de sécurisation par défaut. Et donc de base, on va recevoir, cette fameuse, liste d'adresses IP, à bloquer, identifiées comme à bloquer par, votre système communautaire. On va voir juste dans la foulée comment il fonctionne. Et là, du coup, c'est en fait, je fais rien, sans que l'outil ne regarde ce qui se passe vraiment sur, mon système d'information. Il va déjà bloquer toute cette liste communautaire, C'est ça. par défaut. Ensuite, il fait pas que ça, CrowdSec. Donc Non. comment justement, sans parler dans le comment, pardon, mais les autres cas d'usage principaux Ouais. qui sont les plus fréquents, c'est lesquels, qui sont quasi immédiatement fonctionnels, dès l'installation? Bah, en fait, je voulais revenir sur le point de juste une liste Ouais. communautaire. Je dirais pas que c'est juste. Enfin, j'ai fait exprès de parler comme ça, mais c'est pour souligner en fait la valeur ajoutée de l'aspect communautaire. Pour avoir cette liste, justement, il y a eu un très gros travail en amont Oui. qui est la mise en place du logiciel, la collecte et surtout le traitement de la donnée de tous nos utilisateurs pour en sortir vraiment l'information clé qui est les vrais IP qui attaquent et celles qui sont vraiment à bloquer. Qu'on en reviendra après avec Julien qui expliquera un peu comme on a dit, comment on sélectionne ces IP-là. Et donc, comme je dirais, la partie liste communautaire, c'est un peu, on va dire, la cerise sur le gâteau. Mais le gâteau, ça va être toute la partie CrowdSec et donc détection d'attaques sur la partie, on va dire, en local. Donc c'est d'abord, on détecte des attaques spécifiques qui nous target directement. Et ça, c'est avec CrowdSec. Donc l'installation de base, comme on l'a dit juste avant, c'est on regarde un peu, ou CrowdSec par défaut regarde les journaux. Donc ça se base sur des journaux, les logs, ce qu'on appelle les logs. Ouais. En partant des logs, en fait, on va ingérer ces logs-là, donc toujours en local, hein, c'est bien sûr c'est chez le client, c'est chez l'utilisateur. CrowdSec va analyser ces logs, va aller traiter l'information, en sortir des objets qui sont donnés au moteur, donc la partie Security Engine. Donc c'est le moteur qui, lui, se base sur des règles de détection comportementale. Donc on se base pas sur des signatures qui, elles, on connaît un peu les inconvénients des signatures qu'il faut toujours mettre à jour, etc. Là, c'est vraiment comportemental. Par exemple, c'est j'ai un serveur Linux, on va partir sur le cas d'usage simple. Ce serveur Linux, pour y accéder, je dois exposer obligatoirement un service SSH. Donc, Qui permet de l'administrer à distance, Exactement. essentiellement. Ouais. À partir du moment où on expose un service publiquement, c'est comme si on ouvrait en fait une porte à Internet. Et donc, les attaquants, c'est ce qu'ils vont regarder par le biais de robots qui vont lancer et qui vont aller automatiquement chercher les ports ouverts, donc les services disponibles dans chaque serveur sur Internet. Tout ça, c'est automatisé hein, chez les attaquants. De nos jours, ce n'est même plus manuel. C'est vraiment quand on fait des attaques ciblées qu'on va aller faire des choses manuelles. Mais quand c'est... Enfin, sur Internet, par défaut, c'est ce qu'on appelle le bruit de fond. On va avoir des attaques automatisées qui scannent Internet, qui regardent les services ouverts, qui commencent à faire ce qu'on appelle des attaques, par exemple, de brute force. On va tenter vos informations, vos login, mot de passe, quoi, pour accéder au serveur. Et donc, CrowdSec va se baser sur les logs du service, donc SSH. On va dire, on va regarder les logs. Ah bah tiens, il y a une première tentative d'accès au service qui est erronée. On va commencer à enregistrer ce comportement. Et une fois qu'on dépasse, par exemple, le nombre de tentatives autorisées, qui est spécifié dans le scénario, donc c'est la partie scénario, là, le CrowdSec va prendre une décision. C'est-à-dire, OK, cette décision, cette IP, a tenté de faire une attaque par brute force sur le service SSH. Ok. Et donc,
ça, c'est la partie, on va dire, qu'on a de base, que ce soit sur le service SSH pardon, ou les différents services connus sur les serveurs qu'on expose. Mais typiquement, c'est dès qu'on a des services exposés sur Internet, c'est là où CrowdSec a tout son sens pour protéger ces services-là. Donc à partir de journaux, d'événements qui sont générés par les systèmes ou les applications, il va pouvoir les analyser et dire, OK, là, on est en train de taper tous les services pour voir s'il y en a certains qui sont ouverts. Exactement. Donc, c'est une IP qui essaie de rentrer, donc je vais la bloquer avant qu'elle finisse son tour des portes ouvertes. Et pareil pour les identifiants mot de passe, on va dire, OK, bah là, en fait, on est en train d'essayer de trouver mon mot de passe, mon authentifiant admin. Je vais bloquer aussi parce qu'il y a une intention malveillante derrière cette adresse, quoi. Exactement. Ok. Donc on part sur des choses, comme on a dit, de base comme ça. Et plus on maîtrise l'outil, plus on peut faire des choses très très avancées pour détecter des attaques des attaques beaucoup plus complexes. Voilà. Vas-y. Ouais, non, pardon. Je voulais même compléter que, évidemment, le brute force, il y a déjà beaucoup d'outils qui le font. Dans les collections, donc dans les scénarios qui s'installent de manière automatique recommandée quand un service est ouvert, il y a plusieurs centaines de scénarios, typiquement sur le scope HTTP. La plupart de nos utilisateurs exposent des sites web. Le site web, c'est du HTTP. Ouais. Et sur le HTTP, il y a énormément de différents scénarios d'attaque qui peuvent effectivement être du comportement gênant, qui peuvent être ce qu'on appelle les CVE ou des vulnérabilités, qui ciblent le fait que telle version de logiciel, quand on met un payload X ou Y, on va pouvoir le casser, prendre le contrôle, etc. Donc finalement, la base est quand même fournie d'énormément de scénarios qui ont pu être créés grâce à la communauté, aussi grâce à l'expérience passée de toute l'équipe qui vient d'une société qui faisait du pentest et défense d'hébergement sécurisé. Donc, c'est-à-dire que pour un utilisateur qui n'est pas dans la cybersécurité, il installe CrowdSec et déjà, il couvre beaucoup de potentielles failles qu'il aurait sur son serveur en tant qu'utilisateur, soit particulier, soit dans une petite entreprise où l'admin 6 va être aussi le développeur de la boîte, etc. Et qu'il n'a pas le temps de tenir et de maintenir un outil et de créer des règles. Donc, on lui donne un package qui va déjà couvrir, qui va déjà mettre un mur de protection très sérieux. Le logiciel est open source, mais il est aussi très qualitatif. C'est comme ça qu'on veut construire la communauté. Et justement, sur les cas d'usage, tu citais des exemples, Hamza, par rapport à des comportements. Après, ce que j'entends, vous l'avez conçu parce que vous étiez du côté de l'attaque légale, hein, donc du test d'intrusion et aussi de la défense. Et donc, il y a cette notion d'effectivement, on comprend comment fonctionne la menace et comment procèdent les attaquants. Tu disais en général, ils vont forcément, il y a un bruit de fond, ils vont forcément cibler plusieurs. Et donc, c'est sur tous ces constats-là que vous construisez. Ou pareil, quand une vulnérabilité sort, il y a très rapidement un mode opératoire d'exploitation de cette vulnérabilité qui va sortir et qui va laisser un comportement spécifique. Là, vous faites cette veille de votre côté et vous alimentez votre moteur d'analyse comme ça. Comment vous faites pour proposer quelque chose qui soit modulaire, hein? Je crois que vous avez un hub qui permet d'aller justement aller rajouter des technos ou des scénarios. Exactement. En fait, l'idée de base, c'était de dire que le logiciel était open source. Et donc, la décision logique sur le maintien des règles, du moteur de détection, c'est de dire que ces règles-là doivent aussi être open source. C'est-à-dire que c'est très lié. Donc, on a commencé comme ça et oui, ça fonctionne très bien parce qu'on a... donc, nous, on maintient une certaine... comment dire? On maintient les règles à jour, on va dire. Et aussi, dès qu'il y a des nouvelles choses, dès qu'il y a des CVE, on les ajoute parce que c'est bénéfique et pour la communauté et pour nous.
pour les services qu'on propose, que ce soit les services gratuits ou les services payants. Parce que qui dit rajouter une nouvelle CVE dit qu'elle sera détectée chez tous nos utilisateurs. Donc, eux sont protégés. Et nous, on reçoit les signaux et on sait quels sont les IP qui attaquent cette nouvelle CVE. Et donc, on pourra, même cette information, on pourra la partager avec les personnes qui n'utilisent pas forcément la solution CrowdSec. Euh, donc, c'est vraiment bénéfique pour les deux parties, pour les trois même, on va dire. Les clients qui on va dire, payent, la partie open source qui, elle, bénéficie de ça par défaut, et nous, en tant qu'acteurs Oui. dans Oui, ça contribue à et- à l'amélioration l'écosystème. dans tout ce Exactement. système, Exactement. Ok. Et ensuite, on a beaucoup évoqué le scénario où on va bloquer l'accès à une adresse IP, mais finalement, vous permettez aussi un contrôle qui est plus fin sur le type de comportement, Exactement. où on va pouvoir choisir. Moi, ce qui m'avait marqué, par exemple, c'était on peut rediriger vers des CAPTCHA, par exemple. On va rajouter un CAPTCHA sur des sites web si on sent qu'il y a beaucoup de demandes, par exemple. Exactement. L'exemple du CAPTCHA, c'est assez simple. Ça part du principe, et ça, pareil, c'est par rapport à de l'expérience qu'on a eue précédemment avec les anciens clients qu'on avait dans l'ancienne entreprise. Mais typiquement, on va avoir des utilisateurs qui sont derrière une seule adresse IP. Et donc, s'il y en a un qui sort par cette adresse IP qui est malveillant, on ne peut pas bloquer tout le monde. Oui. Donc, C'est le cas notamment des entreprises où souvent, en fait, on sort par exemple, de l'accès Internet du exactement. bureau et du coup... oui. Exactement. Ça, c'est un des cas d'usage. Euh, Là, n'a pas trop d'intérêt de bloquer l'IP parce qu'on va bloquer toute l'entreprise. Donc là, ce qu'on fait, c'est l'objectif, c'est de bloquer, on va dire, les robots et tout ce qui est automatique, hein, les robots qui testent des attaques, qui sont pas forcément intelligents pour résoudre un CAPTCHA. Et donc là, la rémédiation, ça va être proposer un CAPTCHA à la connexion au service qui est protégé par CrowdSec. Ok. Et donc CAPTCHA, le fameux, la fameuse image où on doit sélectionner, compléter le puzzle ou cliquer sur les escaliers, ou ce genre de choses, quoi. Et tout ça dépend pas mal aussi de la personne qui fait tourner son service. Quelqu'un qui va avoir un site d'e-commerce et qui veut le plus de trafic possible, il se dit, OK, si quelqu'un est dans une entreprise ou sur un réseau où il y a une machine corrompue, on met du CAPTCHA, ça bloquera les cas où c'est un robot, etc. Si on est dans le bancaire, peut-être qu'on peut dire, bad luck, nettoyez votre réseau. Moi, c'est des services très critiques. Ouais. Je décide d'être intransigeant. Et d'autres personnes utilisent ces informations qu'on appelle décisions, qu'on met dans les blocklists, etc. Mais au final, c'est des IP qui ont une mauvaise réputation et ils vont pouvoir faire des traitements plus granulaires. On a des clients qui utilisent ça pour faire du rate limiting sur certaines IP en disant, bon, ça, c'est du bot qui prend toutes nos infos. Mais il est sur une IP mobile, et du coup, les IP mobiles, elles tournent vite. Donc, je vais faire du rate limiting, ce qui, pour un utilisateur lambda, laisse accès au site, mais ça atténue grandement l'impact ou la vitesse à laquelle le bot va aspirer mes données. Ouais, donc en fait, l'utilisateur va configurer le fait, donc rate limiting, on va ralentir le nombre de requêtes qu'il peut faire par minute, et donc s'il est en automatique, ça va largement ralentir son action automatique, sans trop perturber un vrai utilisateur. Donc finalement, c'est vrai qu'il y a parfois la notion de blocklist qui nous est presque défavorable, parce que les gens font « Oh là là, je ne veux pas bloquer ». Comprenez que nous, on vous donne une liste d'IP malveillantes qui est tenue à jour, qui est vraiment les IP les plus agressifs sur notre réseau. Vous en faites ce que vous voulez. La manière dont un utilisateur non expérimenté en fera l'usage, à l'installation de CrowdSec, qui dira « Je veux bloquer » ou « Je veux faire du CAPTCHA ». Toutes les utilisations plus avancées sont évidemment possibles, mais utilisées par des gens qui, justement, vont allouer de la ressource humaine à exploiter tout ce que CrowdSec peut faire. Avec une compréhension plus fine et des ressources plus fortes. Ok. Je regarde, on avait une question sur les VPN. Et ça parle aussi du coup de la volatilité des adresses IP. La question, plutôt que de la sortir de ma mémoire, je vais la lire.
L'utilisation massive des VPN ne rend-elle pas la sécurisation des IP, le blocage des IP malveillantes plus difficile parce qu'on peut plus facilement changer d'adresse IP? La réponse est oui, Ok. mais il y a toujours un mais parce J'y avais que pensé. c'est comme le chat et la souris, hein. Ouais. En fait, c'est quelque chose, on sait que c'est très compliqué parce que les IP changent beaucoup. Cependant, on a remarqué justement, en fait, grâce à l'effet de réseau qu'on a Ouais. et le nombre de signaux qu'on reçoit par jour, maintenant, avec les technologies qu'on a mis en place, donc à base d'intelligence artificielle, avec des modèles, on va dire, qui nous permettent en fait de détecter des IP qui sont des IP VPN. Et donc, au lieu de faire des blocklists qui disent voici les IP malveillantes, on peut aussi on fait aussi des listes disant voici une liste de VPN, d'IP de VPN. Et en fait, grâce à ça, qui attaque, Ok. bien sûr. Et grâce à ça, en fait, encore une fois, comme a dit Julien, c'est l'utilisateur final qui décide quoi en faire. Ok. Il y a par exemple dans le domaine bancaire ou dans différents autres domaines, ils ne veulent pas du tout d'IP provenant de VPN sur certains périmètres. Ok. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas, par exemple, ils vont protéger des services qui sont exposés, mais pas de l'utilisateur final. Ça va être du B2B, par exemple. Oui. Et ces infrastructures-là, elles vont dire, on sait que le B2B ne passe pas par le VPN, hop, on bloque les VPN. Ok. Oui, donc de base, le fait de venir d'un VPN dans certains cas d'usage est un indicateur de qu'il y a une vraie activité malveillante ou pas derrière, on n'en veut pas et donc on sait directement sans le protéger. Exactement. Et B2B, du coup, c'est d'entreprise en entreprise. Oui. Effectivement, on a des comportements qui sont plus spécifiques que quand on traite avec des particuliers, type le site de la banque en ligne, où pour le coup, c'est des particuliers, où c'est pas les mêmes, comportements. Une petite précision, Ouais. c'est que les attaquants et ces VPN, parce qu'évidemment, on regarde un petit peu quel type de VPN c'est, ça va pas être les gros VPN dont on vous fait la pub ou qui sont, disons, officiels, qui vont attaquer. C'est des services payants. Donc, un hacker, quand il va vouloir déployer des dizaines ou centaines d'IP pour attaquer, il le fera avec des proxys gratuits ou des VPN gratuits. Donc, on n'a pas, à ma connaissance, d'IP qui appartiennent aux différents noms que vous pouvez voir faire de la pub sur YouTube. C'est vraiment plus du free proxy, des proxys résidentiels, donc c'est-à-dire finalement des machines corrompues qui sont vendues par des hackers dont dont le métier c'est de corrompre des machines, pas pour les abîmer, mais pour les louer à d'autres hackers qui veulent faire des attaques en mode j'ai besoin de 1000 machines, voici 1000 machines. Donc voilà. Donc voilà, cette notion de VPN encore est à considérer quand on se demande qui je vais bloquer, etc. Ok. Je regarde si on a bien répondu, mais a priori, oui. Et sinon, complétez vos questions. Mais merci. Je vois l'heure qui tourne. On a encore plein de choses à se dire. Et en même temps, on veut respecter votre temps. Donc, je vous propose d'évoquer une question qui m'a taraudé en termes de risque. Moi, si je suis un attaquant et que je veux me protéger des protections de CrowdSec et que je veux pouvoir contourner les protections de CrowdSec ou rendre CrowdSec plus intéressant à installer, bah finalement, je vais installer moi-même CrowdSec pour essayer de faire croire à CrowdSec que telle adresse IP est malveillante, etc. pour de faux. Et que du coup, ça valait plus le coup d'installer CrowdSec parce que CrowdSec se retrouve à bloquer plein d'IP légitimes. Tout ça, c'est un risque aussi, puisque derrière, si vous bloquez trop d'utilisateurs légitimes, vos utilisateurs n'auront plus envie de vous utiliser. Et puis finalement, la belle liste d'IP communautaires qui a du sens peut vite se retrouver polluée, y compris à des fins malveillantes. Ça, je sais que vous y avez largement réfléchi. C'est quoi, dans les grandes lignes, les mécanismes qui vous permettent de garantir que cette liste, c'est vraiment que des IP malveillantes qu'il y a derrière? Si je peux me permettre, je vais répondre à cette question. Donc déjà, c'est évidemment la philosophie
à la base de CrowdSec, c'est de donner de l'information actionnable. Donc, on n'est pas sur vous donner le plus nombre de volumes d'IP malveillantes, même si je vais prendre une IP qui a attaqué il y a 3 ans. On va vraiment être très conservateur quand on va délivrer une IP et la qualifier comme malveillante, c'est qu'elle a été validée par notre système à un niveau très élevé. Et donc, on préfère avoir de l'information à jour, parce que mise à jour plusieurs fois par jour, et très précise, plutôt que vous dire, bon, celle-là, elle a peut-être attaqué, etc. On sait que c'est la raison principale pour laquelle les gens se méfient un peu des blocklists, c'est que on n'a pas inventé le concept, hein. Il y a beaucoup de fournisseurs qui fournissent des listes de millions d'IP. Sauf qu'après, il y a besoin de faire de la revue humaine sur la plupart, parce qu'en fait, il n'y en a que 15 000 qui attaquent en ce moment. Donc, notre système est par design fait pour ne présenter que les plus agressifs en ce moment. Donc, une IP très agressive va entrer dans une blocklist. Elle en sortira aussi très vite. Très vite, ça veut dire quoi En quelques jours. Si elle s'arrête d'attaquer, Environ. elle en sort. Ok. Et elle est validée uniquement si ces signaux d'attaque ont été envoyés par des nœuds dans lesquels on a confiance. On a tout un algorithme de confiance qui fait que si quelqu'un mal intentionné voulait empoisonner le réseau, déjà, il faudrait qu'il sache comment, et il faudrait des ressources qui ne vous valent même pas la peine d'empoisonner le réseau, autant claquer ses ressources pour acheter plus de machines pour hacker, je dirais. Ouais. Donc, c'est la bataille constante, hein, le chat et la souris, comme disait Hamza. Mais voilà, notre but est vraiment de donner de l'information fiable plutôt que du volume, étant donné que, en général, surtout dans les gens qui vont se poser cette question et de volume, ça va être les grosses entreprises qui achètent déjà des flux à droite à gauche, qui ont déjà ce problème finalement de devoir faire de la revue humaine pour enlever les faux positifs. Donc nous, on vient en donnant des listes qui se veulent plus précises pour leur faciliter la vie. Et encore une fois, à réduire ce qu'on appelle la fatigue d'alerte. Parce que avec 1 million d'IP, 80% de votre trafic va tilter. Il va falloir que vous disiez est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Alors que nous, on peut dire, bon, quand ça tilte, à partir d'une liste CrowdSec, c'est vrai au moment où on a dit quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a cette fraîcheur. On peut faire une rémédiation. Voilà. Commençons au moins à lever une alerte, à faire un CAPTCHA, etc. Ce qui permet vraiment une réponse automatisée, idéalement. Parce qu'autrement, sinon, le cycle de l'alerte, elle est envoyée à la team qui doit dépiler des milliers d'alertes par jour, qui doit décider s'ils actionnent ou pas. Alors, l'idée, c'est qu'on a fait le travail en amont, que vos équipes n'ont pas besoin de faire pour vous remédier avec le set qu'on vous donne qui est tenu à jour. J'irais même pour compléter, pour faire très simple, si vous, en tant qu'utilisateur, vous installez CrowdSec et vous avez pour ambition de faire entrer une IP de Google, par exemple, pour que tout le monde bloque l'IP de Google, Ah oui, par exemple, ça ne sera pas possible parce que, comme je vous le disais, on collecte la donnée et il y a tout un process très complexe en plusieurs étapes. C'est un peu comme ce qu'on disait, la défense en profondeur. Nous, ça va être la validation en profondeur. C'est-à-dire qu'on ajoute beaucoup de couches de validation avant qu'une IP, on dise celle-là, elle est vraiment malveillante pour tout le monde. Elle peut être malveillante pour vous, si vous voulez, si vous l'avez décidé. Imaginons vous écrivez un scénario pour le moteur de détection qui détecte qui est mal réglé et commence à bloquer tout. Et nous envoie, en fait, même sans faire exprès, même sans être sans mauvaise intention. Ouais, plutôt une erreur, quoi. Exactement. On ne pourrait pas se permettre de directement partager ces IP-là à tout le monde. Parce que c'est l'erreur d'un qui va impacter tout le monde. Et donc, ça passe par, comme je disais, plusieurs étapes de validation. Quelques exemples, c'est la première, c'est quand vous arrivez dans le réseau des utilisateurs CrowdSec, on vous fait pas confiance. On vous donne des IP, vous nous en donnez aussi, donc les signaux. Un tel m'a attaqué, un tel m'a attaqué. Mais pour l'instant, on vous fait pas confiance. Par contre, si vous commencez à valider des IP que tout un réseau a validé, là, on commence à dire d'accord. Okay. Une période d'observation. Exactement, il y a une période d'observation. Ça, c'est une des couches. Projet, c'est une des couches. Ensuite, on a la couche
avec des modèles d'intelligence artificielle qui permettent de valider aussi. Et voilà, et plusieurs autres règles, bien sûr, qu'on va pas citer pour... Oui. Et donc, pour un utilisateur de CrowdSec, il va avoir confiance absolue dans le Security Engine, donc notre IPS IDS, qu'il aura installé, parce que c'est installé sur sa machine, il sait que les scénarios, c'est sur sa machine, et donc il n'y a pas de malversation. Et nous, on fait toute cette validation pour qu'il y ait la même confiance au niveau des IP qui sont donnés par le réseau. Donc, même s'il y en a qu'on n'a pas mis, mais on aurait pu mettre, au final, notre utilisateur ne va pas la bloquer proactivement, mais vu qu'il utilise le même système de détection, il la bloquera de toute façon grâce à sa détection. Voilà, donc on a vraiment pris le parti que tout ce qui est blocage proactif, il faut qu'on mette le seuil de validation assez haut, parce qu'on veut qu'il y ait cette confiance que l'outil, en gros, tourne par lui-même et n'implique pas de... Là, qu'il n'y a aucun risque Voilà, en fait, à de ressources, de review, cette etc. base-là, quoi. Voilà. Exactement. Ok, super. Et on rejoint la philosophie que tu évoquais au tout début, objectif de faire gagner du temps aux gens pour qu'ils puissent se concentrer sur leur vrai cœur de métier, quoi. Exactement. Excellent, merci. Je vous propose de vous poser une dernière question. Et puis, s'il y a un autre sujet que vous vouliez partager, vous pourrez le partager quand même, du coup. Donc, apparemment, on a bien répondu à la question sur les IP. En un retour, merci. Une question de 2 en un. On a parlé de quelques cas d'usage, le blocage, les captcha, et en analysant les journaux et les listes communautaires. Voilà. C'est quoi les cas d'usage pour vous, à titre individuel chacun, les plus spectaculaires que vous avez vus implémenter chez vous? Peut-être même que c'était enfin chez vos clients, peut-être même que c'était des cas d'usage que vous avez rendus possibles, mais auxquels vous n'aviez pas forcément pensé parce qu'ils enchaînaient des scénarios, des décisions qui étaient intéressantes. Il y a des cas d'usage comme ça qui, vous vous êtes dit: «Ouais, là, on touche du doigt la puissance de l'outil qu'on a créé», que vous voudriez partager? Ouais, bien sûr. Et du coup, là, vu que j'avais dit question 2 en 1, est-ce qu'il y en a qui sont pas encore possibles, mais que vous êtes en train de faire naître, dans vos labs et qui seront bientôt possibles peut-être en termes de fonctionnalité? Mais du coup, tu peux répondre à l'une, à l'autre ou aux 2. D'accord. Voilà, vas-y. Je vais commencer parce que j'en ai une en tête. Ouais. Ça va être, je pense que ça a marqué un peu tout le monde. C'est une des vulnérabilités connues, donc qui s'appelle Log4j. Donc c'est une vulnérabilité qui est sortie. Donc c'était une 0D, il me semble. C'est une 0D, c'est une vulnérabilité qui est exposée publiquement, donc avec un exploit. Avant qu'un correctif n'existe. Exactement. Et donc c'était un peu la panique dans le monde de la cybersécurité. Et nous, on existait déjà à ce moment-là. Et on s'est dit, les patterns d'attaque de Log4j sont assez simples parce que c'est directement sur les services exposés. Mettons une règle en place directement. Comme on fait beaucoup de veille, on arrive à voir rapidement quelles sont les nouvelles vulnérabilités qui arrivent, etc. Et donc, on a mis en place cette règle qu'on a partagée via le hub, donc à toute la communauté. Les personnes ont commencé à l'installer. Et aussi, la mise à jour automatique des règles de CrowdSec dans le logiciel a fait qu'il y en a qui l'ont eu par défaut. Et nous, d'un point de vue observation, donc on a fait une sorte on va dire de tableau chez nous en interne pour commencer à voir les signaux concernant cette vulnérabilité. Et là, on a commencé à voir du signal qui commence enfin, l'exploitation de la vulnérabilité à l'échelle mondiale, comme on a des utilisateurs un peu partout dans le monde. Ce n'est pas qu'en France, mais on est vraiment à l'échelle mondiale. Et on commençait à avoir une blocklist, enfin une liste d'IP concernant que cette vulnérabilité-là, qui commençait à grandir. Contrairement aux autres acteurs qui, eux, font la sécurité que de leur côté. Donc, on a bien sûr des concurrents. Et on voyait les listes d'IP qui n'avaient pas du tout la même... Enfin, il n'y avait pas la même valeur de données, quoi. Ok. Et c'est là où on a compris la puissance de la partie collaborative. Et donc, cette liste a été partagée publiquement à tout le monde. Et ils ont bénéficié de ça. Un autre cas d'usage qu'on avait fait aussi, c'était sur la liste... Enfin, pendant les Jeux Olympiques qu'il y a eu sur Paris. Oui. On avait fait, vu ça avait bien marché avec Log4j, on s'est dit pourquoi pas
proposer une protection gratuite à, on va dire, à tous les acteurs qui vont participer aux Jeux Olympiques. Donc, on avait fait pareil une liste concernant toutes les IP qui attaquent la France. Et pareil, ça avait très très bien marché. Ok, et redistribué du coup. Exactement. Donc, ça, c'était quelque chose qui m'a marqué personnellement. Merci, mais il y a de quoi effectivement. Et autrement, ouais. En tant qu'utilisation avancée personnelle, je ne sais pas si ça faisait partie de la question aussi, en tant que quelqu'un qui voudrait pousser l'utilisation de CrowdSec au maximum, on a accompagné quelques clients autour de la création de scénarios. Donc, détecter un comportement. Et typiquement, là où on passe à vitesse supérieure, c'est quand on arrive à détecter un comportement qui est propre à notre service, à notre site web, notre application web, etc. CrowdSec, nous, on ne va pas pouvoir donner des scénarios qui couvrent une application spécifique parce qu'on veut couvrir les applications soit les plus connues comme WordPress, etc., mais on ne va pas connaître votre application. Et on a accompagné un client qui est dans l'e-commerce sur de la vente d'objets en série limitée et qui se voyait scalper. Donc scalper, c'est des gens qui attendent la sortie d'un item à édition limitée, qui l'achètent en masse, qui vident les stocks pour leur vendre 20 fois plus cher sur eBay. Vous voyez ça avec les PS5 ou quoi que ce soit. Ouais. La billetterie de... Vous allez me dire, oh, ils s'en fichent, ils font des sous quand même, mais quand on montre un service comme ça et que tous nos clients se plaignent que finalement votre Il y a site, jamais il n'y a rien jamais dessus. rien dessus, Ouais. ça ne permet pas de développer le business. On les a accompagnés pour qu'ils arrivent à identifier ces comportements des scalpers, comment ils interagissent avec le service pour avoir un prime accès à tout ça. Et ils sont arrivés à couper 99% de la navigation problématique. Donc déjà un allègement de serveur Aussi, ouais. assez énorme. Leurs clients qui de nouveau pouvaient vraiment acheter les marchandises, je dirais à armes égales avec les scalpers qui ne pouvaient plus utiliser ces comportements exploitatifs, je dirais, du système à pouvoir envoyer les requêtes avant, avoir les infos avant. Et donc voilà, ça c'est une utilisation avancée, ça nécessite de faire un scénario qui en soi est pas très complexe, mais ça veut quand même dire qu'on a mis les mains dans les règles, à comprendre ce qui se passe, etc. Et on a plusieurs clients qui ont fait leurs propres règles. Voilà. Et donc ça, c'est des genres d'utilisation avancée qui permet vraiment d'utiliser ce moteur finalement de détection de comportements malveillants au maximum de ce que vous pouvez penser. Et tu demandais s'il y avait des choses qu'on ne pouvait pas encore faire. Alors, je ne dirais pas que non, mais comme c'est quand même un système Turing complete, je dirais que on peut à peu près faire ce qu'on veut, mais quand des gens nous présentent des cas d'usage spécifiques, des fois on va devoir optimiser, parce qu'il y a des scénarios qui vont demander quand même beaucoup de ressources, tu vas croiser différentes choses les unes avec les autres, et on se dit, ah c'est vrai qu'on pourrait optimiser le moteur pour faire ceci et cela, mais autrement, en soi... Ouais, c'est tellement modulaire Voilà. et flexible qu'il y a... Voilà. Et quand des fois, à partir de ces scénarios spécifiques, on voit qu'on peut l'appliquer à quelque chose qui protège la communauté, on sort ça sur le hub, mais comme le disait Hamza, il y a quand même beaucoup de règles qui sont faites par la communauté. Je crois même que la plupart des scénarios envoyés sur le hub sont créés par la communauté, validés par nous. C'est nous qui mettons quand même le coup de tampon final pour que ce soit disponible à tout le monde. Mais on est très content de voir cette activité là sur les scénarios de détection. Et très bientôt, j'espère aussi, sur les règles d'application security qui bénéficient à notre WAF, qui sont dans le même ordre de détection, ce qui se passe sur votre serveur. Comment on bloque tout ça? Excellent. Eh ben, merci à tous les deux pour tout ça. On touche quasi à la fin du webinaire. Je vous avais promis de vous expliquer comment vous initier à CrowdSec si toute la discussion vous a semblé intéressante dans vos cas d'usage ou juste parce que vous avez envie de tester. Deux grosses ressources. Déjà, on a la CrowdSec Academy qui met à disposition des cours et qui montre comment utiliser ça en anglais, 100% en anglais, me semble-t-il. Oui. Ensuite, nous, chez Open Classrooms, sur le volet cybersécurité, on est attentif à faire en sorte que la cybersécurité
ne reste pas cloisonné euh, au métier dédié à la cybersécurité, même s'il y a déjà largement de quoi faire et on a des formations d'analystes SOC, d'experts en ingénierie cybersécurité, vous en parliez dans le chat tout à l'heure. Là, on a commencé par déployer CrowdSec dans notre formation administrateur système réseau et cybersécurité, qui est donc une formation diplômante avec un RNCP niveau 6, donc un équivalent Bac+3 à la fin. On a une pédagogie par projet dans l'un des 13 projets qui apprennent à devenir, avec des compétences préalables équivalentes à celles d'un technicien informatique, on apprend à devenir un administrateur. Et donc, on va vraiment aller dans le détail de l'administration, système Linux, Windows, Active Directory, réseau, du routage des VPN, du Zero Trust Network Access, plein de choses. Dans l'un des projets, on va justement sécuriser un des cas d'usage principaux que vous évoquiez au début, sécurisation d'une architecture 3 tiers avec un service web. Et donc, comment on va installer CrowdSec sur la partie web pour protéger le service d'attaque type DDoS. Ça, c'est le cas d'usage qu'on va demander d'implémenter, qu'on va aider nos étudiants à implémenter via ce projet. Et à partir de là, du coup, ça veut dire que vous voyez tout simplement comment on l'installe et comment vous pouvez enrichir les cas d'usage. Par exemple, si le site web se trouve être en WordPress, vous pouvez ajouter les modules dédiés, etc. Donc nous, c'est pour le moment comme ça qu'on forme. Il y avait la question des formations dédiées à la cyber, qu'est-ce qu'on y met dedans? On a effectivement, c'est le début du partenariat depuis quelques jours, semaines. Et donc on a bien en projet de continuer à déployer le recours à CrowdSec dans les métiers clés pour que les gens qui le peuvent et qui le doivent puissent installer, déployer du CrowdSec et ceux qui ont besoin de gagner du temps aussi puissent l'installer pour pouvoir se concentrer sur leur cœur d'activité par ailleurs aussi. Donc c'est des ressources qui sont mises à disposition de tous nos étudiants administrateurs système réseau et cybersécurité. Je vais, avant qu'on se quitte, vous partager le lien. Et je vous demande si vous avez des nouvelles questions en parallèle. Je n'ai pas l'impression. N'hésitez pas, sinon il nous reste le temps pour une question encore. Quelqu'un est en train de taper. Bon, je vais attendre que vous finissiez de taper. Voici le lien de la formation. Et si vous voulez y accéder, il suffit de taper administrateur système réseau cybersécurité Open Classrooms. La question de Guillaume, du coup, la formation administrateur système réseau cybersécurité inclut le projet qui forme à CrowdSec et ce projet est réservé à nos étudiants. Ensuite, pour des ressources en accès libre, il y a la CrowdSec Academy. Le seul prérequis, c'est de comprendre l'anglais. Mais ce qui est de toute façon intéressant, puisque la plupart de la documentation dans la cybersécurité, dans l'IT, est de toute façon en anglais. Donc, allez-y, c'est un anglais qui est très simple, c'est très accessible. Et Je pourrais même voilà. compléter, Ouais. je pourrais même compléter la question en disant que, comme encore une fois c'est communautaire, on a à disposition un serveur Discord qu'on peut joindre. On peut discuter avec les. Enfin, vous verrez que la communauté, elle n'arrête pas de grandir. Et on a des Français qui utilisent la solution. Donc, même si on a du mal à comprendre certains concepts en anglais, on peut discuter avec la communauté française et on sera, je pense, très bien accompagné parce qu'on voit ça tous les jours. Des utilisateurs qui ont besoin d'aide et viennent discuter avec nous directement. Mais on va dire que vraiment la première étape, c'est le fait de parler avec la communauté. On arrive à, le fait de passer par la documentation, on arrive à résoudre ces problèmes. Si on n'y arrive pas, on discute avec la communauté. Et une fois que la communauté n'est pas capable de résoudre vraiment un problème avancé, bah là, automatiquement, nous, on prend le relais pour voir qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'on peut apporter à cet utilisateur. Bah, super ressource en plus, du coup, le Voilà. Discord.
On arrive à la fin, on va vous libérer. Est-ce que vous souhaitiez apporter un dernier mot ou finalement on a dit l'essentiel et on se souhaite une bonne journée? Je vous laisse choisir. Je pense qu'on a dit l'essentiel et merci pour cette invitation. On est très content de faire ce partenariat avec Open Classroom, une initiative qui va vraiment dans le bon sens, dans le sens de partager, de former les gens, d'augmenter la visibilité sur ce qu'un métier X ou Y implique, hein, que la cybersécurité, ça touche à peu près tous les métiers qui vont être exposés sur Internet. Et donc, voilà, très intéressant, votre cours et ce partenariat. Et merci à vous. Merci. Merci à tous.